Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre. Il y a 40 ans, Deng Xiaoping entamait les réformes d'ouverture et de modernisation en Chine. En modifiant complètement le destin du pays, il transformait aussi le destin de toute une génération de Chinois. L'invité de Rencontre aujourd'hui a été un témoin privilégié de cette réforme chinoise. Nous accueillons sur notre plateau aujourd'hui M. Xu Bo. Vous êtes intellectuel chinois, président de l'association Les Amis de Wu Jianmin. Vous êtes également l'ancien diplomate et commissaire de l'Expo 2010 Shanghai-Chine. Et vous êtes également conseiller spécial pour le sous-directeur général de planning stratégique de l'UNESCO. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Et nous savons que récemment vous venez de sortir un livre intitulé Culture et diplomatie, l'élaboration de l'image de la Chine dans un monde globalisé. Donc vous avez analysé le rôle de la communication interculturelle en matière de traitement des relations internationales. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le concept de la communication interculturelle? Moi, je pense que pour l'image de Chine, ce qui est important, c'est le dialogue. L'image de Chine qui est dans tous azimuts, pas une image, une dimension, c'est-à-dire que la Chine est très forte économiquement. Incontestablement, la Chine est déjà la deuxième puissance, peut-être dans quelques années, ce sera la première puissance. Politiquement, la Chine est toujours l'un des 5 membres du Conseil de sécurité. Mais l'image, c'est l'image de complaisance, l'image de l'émergence pacifique, donc ça mérite un travail particulier, une attention particulière. À mon avis, c'est le dialogue de culture. Mais selon vous, dans ce dialogue, quels sont les principaux obstacles? À mon avis, pour que le monde l'accepte, l'émergence pacifique chinoise, il faut dialoguer avec les peuples ayant différentes cultures, de perception, fonctionnement, le mode de vie. Nous sommes Chinois, avant nous vivons chez nous, maintenant les Chinois sont partout. Donc dans ce contact avec le monde, il faut être très prudent, il faut être vigilant, il faut respecter les coutumes, le fonctionnement des pays où nous nous trouvons. Par exemple, quand les touristes chinois se promènent dans le monde entier, il faut respecter évidemment les règlements, les coutumes, n'est-ce pas? Quand nous investissons partout, il faut respecter les règlements du pays où nos entreprises se trouvent. Ce qui est important, à mon avis, c'est promouvoir une image de paix, de dialogue. La Chine se veut un pays partenaire du monde, comme notre président qui a à maintes reprises mentionné, la communauté d'intérêts communs et de destin commun. Mais comment, de sorte que cette image soit perçue, pas seulement une image proposée ou promulguée à partir de Pékin. C'est une image qui est perçue plutôt à l'extérieur de la Chine. L'objectif de la Chine est de construire une communauté de destin pour l'humanité pour apporter la coopération gagnant-gagnant et une prospérité commune. Bâtir une communauté de destin pour l'humanité n'est pas juste l'affaire de la Chine. C'est un objectif qui ne peut se réaliser que par le dialogue et la coopération avec les autres pays. Mais dans les échanges interculturels, comment interagir avec des cultures toutes différentes? Le dialogue culturel est basé sur l'égalité. En matière de culture, il y a seulement des étapes de développement différentes. Il n'y a pas de culture bonne ou mauvaise, supérieure ou inférieure. En matière de dialogue culturel, il y a 3 mots-clés. Accepter, respecter, s'adapter. Accepter les différences entre cultures, respecter totalement les cultures nationales, adapter sa propre mentalité afin de mieux dialoguer. Si on veut faire le récit efficace de la Chine, il faut présenter au reste du monde une Chine authentique, intégrale dans toute sa complexité. Quand on fait le récit de l'expérience chinoise, il faut privilégier l'authenticité. Il ne faut surtout pas faire dans l'emphase. Un autre aspect important, c'est qu'il faut s'exprimer d'une manière qui soit compréhensible pour autrui. De ces 10 années consacrées à préparer l'exposition universelle de Shanghai jusqu'à son expérience de conseiller à l'UNESCO,
Xu Bo a toujours été impliqué dans le dialogue international. Son expérience et sa vision de la communication interculturelle sont parfaitement condensées dans son nouveau livre intitulé « Culture et diplomatie, l'élaboration de l'image de la Chine dans un monde globalisé ». Dans votre livre, je constate que vous décrivez que dans certains épisodes, la Chine se trouvait dans une situation dépourvue de siège à la négociation internationale, c'est-à-dire «缺席的被讨论者» en chinois. Donc pourquoi ce phénomène et comment améliorer Ça c'est dans mon livre que j'ai écrit, mais pas authentique comme Dablo, parce que nous sommes tous présents pour les dialogues économiques, par exemple, dans les forums de l'investissement, dans tous les dialogues. On est presque là, mais ce qui est absent, c'est le dialogue de valeurs. À mon avis, dans les grands dialogues de valeurs, comment dirais-je, philosophiques, finalité de vie, par exemple, de valeurs, c'est-à-dire qu'une communication de l'image de Chine avec une valeur, ce sera plus forte. Donc moi je pense que si jamais nous faisons des efforts pour expliquer au monde que l'émergence de la Chine, qui incarne une nouvelle valeur, c'est une valeur humaine, c'est une valeur universelle. Donc ce que vous avez raconté, l'exemple que vous avez cité en 2010, c'était une image chinoise à l'époque. Est-ce que nous sommes toujours comme ça à l'image dans le monde international? Pensez-vous que l'image chinoise a déjà été améliorée ces dernières années? Mais il faut voir dans quelle catégorie, il faut aussi dans quel pays. Ça c'est une problématique assez complexe. Quand j'étais commissaire à l'Expo Shanghai, j'ai reçu presque le monde entier. Et je vois que c'est un rendez-vous à Shanghai, tout le monde vient en Chine pour saluer Shanghai, via Shanghai. C'est la renaissance de la nation chinoise. Ça, je sens. C'est une très belle image. De toute façon, moi j'ai senti, j'ai eu aussi votre télévision, aussi la presse française, même les autres presses, parce que je parle aussi anglais. Mais dès que je me suis retourné à Paris en tant que conseiller à l'UNESCO ou dans tous les domaines de dialogue de culture, je vois que c'est une image qui est très variable dans différents sujets, dans différents pays. Ça, c'est un sujet très sérieux, ce qui mérite une étude particulière de la Chine, du gouvernement chinois. Comment on va promouvoir l'image de la Chine? Avec le développement économique de la Chine, il y a une vague de crainte sur la menace de la Chine. Donc, pensez-vous que ces craintes, surtout dans les médias peut-être occidentaux, puisque vous vivez en France et à l'étranger pendant de nombreuses années, est-ce que vous constatez ce genre de crainte contre la Chine venant de l'Occident? Moi, je pense que c'est contre la Chine ou pas contre la Chine, c'est assez compliqué à expliquer parce que la théorie de complot qui a toujours des marchés, quand on parle de la théorie de complot, on aime bien entendre. Moi, je pense que si nous sommes capables d'expliquer l'émergence de Chine et faire du bien au monde, cette crainte-là sera diminuée ou effacée. D'abord, notre système qui est particulier, c'est un système qui est efficace. Au cours de 40 ans, on a fait le monde occidental presque 300 ans. Donc on a peur, surtout moi je suis en France, donc la presse française a vraiment qui a manifesté cette peur, le peuple. Donc les Français disent que la grande Chine va nous rafler. Ça c'est une crainte partout, parce que les Chinois sont partout, les produits chinois sont partout, le comportement chinois sont partout. Donc la France se pose la question, où est la place de la France? Donc si nous n'expliquons pas d'une manière claire que l'émergence de la Chine ou la prospérité de la Chine fait du bien à la France, au peuple français, évidemment c'est une peur. Mais maintenant, de plus en plus des Français viennent en Chine. Par exemple, à Shanghai, presque 20 000 Français vivent. C'est la communauté des ressortissants français beaucoup plus important, le second derrière New York.
Voyez-vous, ces gens-là, ces Français-là, ces amis français à Shanghai ou en Chine, ils n'ont pas peur de la Chine, parce qu'ils connaissent la Chine. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas la Chine, vous ne les expliquez pas. Avant que je vienne ici chez vous, le week-end dernier, le vendredi dernier, j'étais à HEC. J'étais aussi intervenant. On m'a posé les mêmes questions, mais parce qu'il ne parle pas chinois, il ne connaît pas la Chine, il voit la Chine à travers cette presse qui interprète à leur façon. C'est pour ça que j'ai lancé, avec Raffarin, avec tous les amis de Wu Jianming, cette bourse Wu Jianming. Chaque année, on sélectionne 10 Français pour venir en Chine, constater la Chine. Et l'année passée, nous avons sélectionné 10 jeunes Français, 10 lauréats. Ils sont venus, ils ont rencontré leur homologue chinois. Dès qu'ils rentrent en France, ils racontent une Chine nouvelle, dynamique. Donc ce contact est beaucoup plus important. Puisque vous parlez de la diplomatie, donc les 2 sessions de 2018 ont démarré leur session annuelle au début de mars. Donc en tant qu'expert de la communication interculturelle et de dialogue international, que vous aspirez de ces 2 sessions, puisque ces derniers jours, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a organisé sa conférence de presse. Donc que pensez-vous de la diplomatie chinoise actuelle? Mais vous savez, la diplomatie chinoise est très dynamique ces derniers temps parce que la Chine entre dans une nouvelle ère, comme notre président a bien souligné. Moi, je pense que nous sommes tous confrontés à cette nouvelle ère. Il y a 40 ans, la Chine non existant, comme vous le savez très bien. Moi, j'ai vécu ce moment-là. Le PIB en Chine qui est presque inexistant, l'influence politique pas aussi grande que maintenant. Maintenant, nous sommes vraiment aux gravités du monde. Malgré nous, donc il faut se comporter comme le président Xi Jinping a dit. Grand pays se comporte comme un grand pays. Donc la diplomatie qui assume ce rôle. Ceci étant, la Chine aussi, cette vocation de défendre la paix, d'aider les pays sous-développés. Il ne faut pas penser que nous sommes riches ou nous sommes puissants en oublier tout venons-nous. Moi, je pense que cette recommandation de Xi Jinping, tout venons-nous, c'est tellement important. La Chine doit se rappeler de son passé. C'est pour ça qu'il y a 40 ans, nous étions, n'est-ce pas, à la veille de l'ouverture. Maintenant, nous sommes à une nouvelle époque. Après, on va entrer dans une nouvelle phase. Nous avons 2 centenaires à respecter comme le calendrier de la Renaissance de la nation. La diplomatie a un devoir particulier pour expliquer au monde. Cette émergence fait du bien au monde, à l'humanité. Ce qui est aussi la doctrine proposée par Xi Jinping, ce qu'on appelle le destin, communauté de destin commun. D'accord. Et vous avez été conseiller stratégique pour l'UNESCO. Pouvez-vous nous parler un peu plus sur le rôle que joue la Chine au sein de cette organisation? Mais la Chine, évidemment, la Chine était le fondateur de l'UNESCO. Beaucoup ne savent pas très bien, mais il faut le rappeler. C'était une boîte fondée en 1945. La Chine était là. La Chine était le fondateur. Nous avons participé à de nombreux domaines ayant laissé des patrimoines très importants dans l'élaboration de la constitution de l'UNESCO. Mais la Chine a été retirée de 1961 avec la Chine retour, a été retirée de l'ONU. Et avec la participation de la nouvelle Chine, la Chine s'engage d'une manière très forte. Notamment pour nous, l'UNESCO, c'est une plateforme très importante de la coopération internationale intellectuelle. Mais l'UNESCO n'est pas une organisation comme la Banque mondiale ou l'OMC ou FMI. Ce n'est pas une organisation lucrative, on veut dire. Pourquoi la Chine a mis tellement d'importance à cette organisation, à la coopération avec l'UNESCO? Comme vous avez mentionné dès le départ, il y a 40 ans, c'est l'ouverture. À ce moment-là, la Chine, qu'est-ce que la Chine manque? Ce qui nous manque, c'est l'argent. C'est capitaux. La Chine était très attachée à la Banque mondiale, l'OMC. En bref, donc nous ne faisons pas attention à cette boîte, pas lucrative, mais je préfère plutôt
comment dirais-je, soft. Hein? Une boîte qui ne donne pas un intérêt tangible ou donner l'argent mercantile. C'est pas une boîte mercantile. Donc il a 40 ans, c'est comme ça. Mais au bout de 40 ans, nous avons le problème plutôt de l'image, pas de l'argent. Mais dans le domaine de soft, c'est ce qu'on appelle la science, la culture, ce qu'on appelle l'image du pays, on a tant de choses à faire. C'est pour ça que je pense que le rôle de l'UNESCO est tellement important pour accompagner la deuxième phase de développement de la Chine. Comme vous savez très bien, comme j'ai dit à Paris, il y a des attentats, il y a des haines, il y a des méconnaissances, il y a des mépris. Et la Chine doit jouer un rôle très important pour la promotion de paix, pour le dialogue. Et l'UNESCO, c'est une plateforme idéale. Dans l'UNESCO, on a tant d'événements, de rendez-vous qui nécessitent la participation de la Chine. À ce propos, moi j'en suis très fier. J'ai emmené le forum de Nissan. Nissan, c'est à Shandong, fondé par Xu Jialo, qui est notre vice-président du Parlement chinois, un très grand professeur intellectuel qui a monté ce forum pour le dialogue de paix, de culture, et nous avons fait ce forum à l'UNESCO. C'était un succès. C'était un succès parce que on attend une nouvelle voie de la Chine, une nouvelle recommandation pour la valeur du monde. Moi, je suis toujours quelqu'un en faveur de ce dialogue de valeurs. D'accord. Mais à partir de l'année dernière, surtout avec la prise de pouvoir de M. Trump, le président américain, il y a une vague de contre-mondialisation, contre-globalisation, surtout globalisation économique. Donc les États-Unis ont aussi annoncé l'année dernière leur retrait de l'UNESCO. Donc pour la Chine, est-ce que c'est une occasion ou bien c'est un défi? Comment expliquez-vous? Comment expliquer? Vous savez, moi je regrette énormément ce grand rôle qui est réservé tout le temps pour cette grande nation qui est l'Amérique. L'Amérique joue tout un rôle positif dans la construction de l'ordre mondial depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Amérique décline à ce rôle-là. Moi je pense que qui est contre le souhait des Américains. Je ne pense pas que c'est une décision du peuple américain, c'est plutôt par une poignée des gens de la Maison Blanche. Ce n'est pas une décision sage, ce n'est pas conforme à l'intérêt primordial de l'Amérique, ça il faut préciser. Mais je sais qu'ils sont déjà partis une fois, donc ça ne me choque pas très suffisamment grand. Parce que je pense qu'ils reviendront, comme la fois passée. Sous Reagan, ils ont quitté, après ils reviennent avec George W. Bush. Donc je pense qu'ils reviendront, parce que le monde a besoin de l'Amérique, l'Amérique a besoin de l'UNESCO. Ça c'est sûr. En ce qui concerne la Chine, bien sûr, je pense que la Chine est la deuxième puissance économique du monde. Avec le départ de la première puissance économique du monde, le rôle historique qui revient sans contestablement à la Chine, reste à voir comment la Chine va jouer ce rôle. Moi, je pense que la Chine est un très grand pays, un pays très responsable, qui a une vision globale. Et la Chine qui s'émerge, la Chine a besoin de la plateforme comme l'UNESCO. Je suis confiant. L'autorité chinoise a cette conscience de le rôle de l'UNESCO. C'est pour ça que le président Xi Jinping est venu à l'UNESCO le 27... En 2013. En 2013. 2007, ouais. 27 à l'UNESCO, qui a fait un discours important. Vous étiez là? Vous avez été présent à l'époque? J'étais au premier rang. J'étais très sensible, même très ému, parce que la boîte a été fondée depuis presque 70 ans. C'est la première fois le chef d'État chinois est venu, qui a montré et manifesté le soutien complet de la Chine à l'UNESCO, au mandat de l'UNESCO. Et surtout, le président Xi Jinping a mentionné le motto de l'UNESCO,
construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est le motto de l'UNESCO. Donc la dernière partie de notre émission, on va parler de votre propre expérience diplomatique, parce que de 2000 à 2010, vous avez travaillé pour l'organisation de l'Expo universelle de Shanghai. Donc dans votre livre, je constate que vous mentionnez plusieurs fois l'héritage spirituel laissé par l'Expo universelle de Shanghai. Donc, selon vous, quel est l'héritage universel, l'héritage spirituel laissé par cette Expo pour la Chine? Est-ce que ça existe maintenant? Parce que c'est déjà un peu loin, c'est déjà 8 ans qui s'est passé. Donc, pensez-vous qu'il existe encore cet héritage? Bien sûr, l'héritage, évidemment. Moi, je me rappelle bien, à l'époque, nous avons mobilisé 1 million citadins de shanghaïens. Donc beaucoup d'étudiants qui étaient des volontaires dans différents pavillons, ils ont passé 6 mois. C'est la première fois que la Chine a accueilli le monde comme d'une manière si intense dans un parc grand comme 3,27 km². C'est le monde c'est un enclave du monde là. Et ce dialogue de culture vivant, direct, ça a marqué l'esprit à l'époque, surtout la jeunesse chinoise, mais aussi, je pense que les provinces, parce que chaque province a un pavillon, ça permet aussi les provinces qui viennent, les visiteurs. Nous avons reçu énormément de visiteurs, ça dépasse 73 millions de visiteurs. Donc c'est une leçon vivante pour la Chine de connaître le monde. Moi, je pense que c'est une découverte géographique même du monde. Hein. C'est aussi parce qu'on ne se connaît pas à l'époque. Maintenant, ils ont des contacts donc avec les pavillons, participants. Ce lien entre le monde, c'est-à-dire les participants et les étudiants qui sont préservés, qui existent encore. Moi, je pense que c'est un dialogue très vivant. C'est aussi découverte de la connaissance géographique, parce qu'on ne connaît pas l'Amérique où se trouve, au Canada, ou des pays océan Pacifique, et avec les pavillons, avec des contacts, des choses qui sont dans le papier, du coup, dans la vie. Ça, c'est très bien, mais aussi un sens des affaires mondiales. Je pense que la jeunesse a appris beaucoup de choses. Ils sont plutôt après le sens d'être citoyen du monde. Maintenant, beaucoup de jeunes partent pour faire des études en France, aux États-Unis. Moi, je pense qu'à l'époque, ça éveillait ce sens d'assumer une responsabilité dans ce monde globalisé. Moi, je pense que c'est important. Mais après l'expo, je pense que vous aviez beaucoup d'options de travail. Vous pouvez retourner à votre poste diplomatique, mais vous avez choisi de rejoindre l'UNESCO et vous avez même fondé l'association Les Amis de Wu Jianmin, comme vous avez mentionné tout à l'heure, parce que Wu Jianmin est un grand diplomate qui s'est beaucoup contribué à la relation sino-française. Donc pourquoi ce choix? C'est assez compliqué, mais je pense que j'ai la chance. D'abord, j'ai vécu, je suis en train de vivre ce changement, cette transformation sociétale de la Chine, ou cette grande époque qui est le XXIe siècle. Déjà, c'est un monde globalisé, un diplomate qui s'est permis d'imaginer, de travailler à sa façon, à sa guise, parce qu'avant, c'est impensable. Donc à la fin de mon mandat à l'ESPO, je me dis que pourquoi je ne continue pas ce dialogue de culture qui est tellement fascinant. C'est bête de l'abandonner. J'ai fait la connaissance de tous les participants. Vous savez, pendant 6 ans, jour et nuit, quand vous êtes avec eux, c'est difficile de le quitter. C'est humainement, sentimentalement, pour moi c'est dur d'abandonner ce métier. Après, je suis un être très affectif, à la fois curieux. Moi, je pense qu'au lieu de retourner en militaire ou dans l'ambassade avec une vie que je connais tellement bien, que c'est une nouvelle vie, un nouveau chapitre de ma vie s'ouvre. D'autant plus que l'UNESCO qui a voulu quelqu'un ayant ce genre d'expérience pour travailler dans un poste tellement important, la directrice générale et sous-directrice générale de l'UNESCO chargée de planning stratégique, un ami. Je profite de le dire bonjour, de le saluer, Reims Torville, qui m'a convaincu de m'engager dans cette grande cause de dialogue de paix
et de culture à l'UNESCO à travers la plateforme de forme. Moi, je pense que c'est pas risque, mais ça change beaucoup. Finalement, je me dis que peut-être la Chine a fait une sollicitation, a manqué peut-être un ambassadeur moins, mais peu importe, je ne suis pas l'ambassadeur, moi je ne veux pas être l'ambassadeur, mais je peux être un intellectuel, un promoteur de paix, un passeur entre différentes nations, et l'UNESCO qui m'a aidé à ouvrir un nouveau chapitre, de nouveaux horizons. C'est pour ça que moi je suis capable d'écrire beaucoup de cas de dialogue de culture. Sinon, dans mon ancienne vie, j'ai pas ce genre de l'histoire. Finalement, la vie est comptée par le temps et par les événements. Et moi, j'ai vécu beaucoup d'événements. Et j'en suis très fier dans mon parcours. J'ai rencontré Wu Jianming, que nous avons passé presque 20 ans ensemble. Il était toujours mon menteur, maître. Souvent, il m'a donné des conseils. Donc, quand j'ai décidé de faire ma nouvelle carrière, il m'a dit que c'était un très bon choix. Donc, je suis vraiment très, très content de faire ce que je pouvais faire. J'ai aussi voulu maintenant mentionner un petit mot pour mon commissaire, parce que je suis son adjoint. Mon commissaire, c'est M. Hua Junduo, l'ambassadeur de Chine en Inde. C'est un très grand monsieur, on s'entend tellement bien pendant 6 ans. Il m'a dit que je suis pas, nous sommes tous des diplomates de carrière, le temps change, tu as la chance, ça vaut la peine de tenter une nouvelle vie. C'est comme ça, c'est une discussion courte. Hein. J'ai pris une décision très rapide. Mais évidemment, quand on commence une nouvelle vie, c'est compliqué. Mais je pense que quand on veut une vie riche, il faut tenter. C'est pour ça que j'ai de l'histoire à raconter, tout bêtement. Donc je pense que dans l'avenir, vous allez continuer d'être un passeur de culture. Ah mais bien sûr, c'est mon positionnement, c'est le sens de ma vie. L'ambassadeur Wu Jianming qui a contribué à la bonne relation franco-chinoise au sens large. Il a contribué à la compréhension de la Chine par le monde extérieur et la compréhension du monde par la Chine. Donc c'est lui qui a fait ce genre de trait d'union va-et-vient. J'ai porté le logo de mon association, les Amis de Wu Jianming. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez agrandir un peu l'écran. Oui. Ça, c'est 2 portes. Hein, ce sont 2 syllabes de Wu Jianming, hein, 2 syllabes abrégées. Mais ça aussi, bleu, blanc, rouge, c'est la couleur française. Mais ce qui est important, c'est 2 portes. C'est Wu Jianming qui ouvre 2 portes. La porte du monde et la porte de la Chine. C'est quelqu'un qui est cheville ouvrier en français. Il ouvre les 2 portes. Ok, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup, M. Xu d'avoir partagé votre expérience et merci beaucoup. Merci, c'est moi. Merci, c'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.